Bonjour Jean-Louis Clade. Bonjour. Vous êtes un habitué du salon? Oui, j'y viens depuis le début. D'ailleurs, la première année que ça a été organisé, j'étais déjà là. Est-ce pour les gâteaux de votre ancien élève Morissette? Oui, tout à fait. Ça m'a fait très plaisir de retrouver une ancienne élève que j'ai eue à mes tout débuts à Déservillers. Et donc ça laisse quand même des souvenirs et qu'on retrouve après 40 ans plus tard, ça vous rajeunit un petit coup. Plus sérieusement, en 2012, vous avez publié Arbres en Franche-Comté. Avec Pierre Duc. C'est votre deuxième livre sur les arbres? Non, c'est pas mon deuxième livre sur les arbres, c'est le premier livre sur les arbres, mais c'est mon troisième livre en collaboration avec un peintre. Pour quelle raison donc vous avez eu envie de parler des arbres au ce sujet? Pour un historien donc, qui ne travaille qu'à partir des documents d'archives le plus souvent, disons que travailler avec des peintres, ça apporte une autre manière d'écrire. Ça laisse une part plus importante au rêve, à la philosophie, à la réflexion, à travers les œuvres du peintre. Et donc c'est toujours de l'histoire, c'est de l'histoire ou de l'ethnologie, mais avec donc un autre regard. Toujours en 2012, donc, vous avez publié un livre qui s'appelle La vengeance de la vouivre. Oui, alors ça c'est un accident, c'est ce que je peux appeler un accident. Et donc j'ai un ami qui a acheté un château en Haute-Saône, il a retrouvé dans les décombres, enfin dans les greniers, un ouvrage qui avait été publié dans les années 1920-1930, et puis il a pensé que cet ouvrage pouvait être repris parce que c'est intéressant, ça l'amusait. Alors donc j'ai lu ce bouquin et donc ça m'a pas déplu, c'était intéressant, ça m'a inspiré donc une autre histoire à partir de ce livre et donc j'ai eu l'idée de faire un roman à partir de là. Voilà. Vous aviez un projet, un livre qui doit sortir donc sur la guerre de 70. Oui, la guerre de 1870 donc en Franche-Comté, c'est ça voilà le titre. Cette année où tout le monde commémore le début de la guerre de 1914, vous penchez vous sur la guerre de 1870, donc vous semblez être un peu à contre-courant. Vouliez-vous vous faire remarquer? Oui, c'est pas véritablement à contre-courant, mais disons que d'une part, je vais être pragmatique, vu la masse de publications sur la guerre de 1914, le créneau était quand même étroit. Et puis la guerre de 70, ça m'a intéressé parce que c'est une guerre oubliée. Actuellement, c'est une défaite pour la France, donc on a tendance un petit peu à la minorer, en oubliant qu'il y a quand même des hommes qui l'ont faite et qui se sont fait tuer, qui n'ont pas manqué de courage. Et ce qui est le plus choquant, c'est qu'il est très difficile de dénombrer le nombre de victimes tuées lors de la guerre de 1970. Les militaires ne portaient pas de plaque d'identité, ce qui veut dire que lorsqu'ils étaient blessés ou tués, tués, on ne pouvait pas forcément les identifier. Et c'est d'ailleurs assez émouvant de voir, par exemple, dans nos cimetières, dans les villages, vous avez un carré réservé aux morts de la guerre de 70. Et j'ai retrouvé une inscription, notamment à Pierrefontaine-les-Varans, qui est très émouvante, où les parents du décédé laissent un message à leur fils, donc qui est enterré là, quoi. Et quand certains pouvaient être reconnus, dont on pouvait retrouver l'identité. C'est un jeune homme. Voilà. Et donc cette guerre de 70 aussi est intéressante parce que nous sommes à Jelin, je crois, tout près de Pontarlier, et l'armée de Bourbaki, cette armée qui devait délivrer Belfort et qui est prise en tenaille entre Belfort et les troupes du général Montaufel, qui redescendent de la région parisienne pour bloquer l'armée de Bourbaki. Eh bien, ces troupes réussissent à s'enfuir en passant par la Suisse, et donc ils seront accueillis par nos amis suisses. Et tout le secteur autour de Pontarlier a connu le passage de ce qu'on a appelé les Bourbaki, une armée quasiment de misère pour la plupart. Ils mouraient de faim, ils mouraient de froid, l'hiver était très rigoureux, les routes étaient impraticables, et puis suite à une erreur diplomatique, les Allemands ont continué donc d'investir tout le secteur alors que les Français croyaient qu'un armistice avait été signé, mais c'était faux. Donc par conséquent, lorsque les Français veulent se dégager, ils sont totalement encerclés par les Allemands. Donc certains ont certainement passé par Jelin pour essayer de s'enfuir en direction de Lyon, en direction de la frontière suisse. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de votre
dernier ouvrage que vous avez publié? Alors oui, c'est un ouvrage un petit peu audacieux, oser faire une chose semblable, parler de l'esprit comtois. Est-ce qu'il y a véritablement un esprit comtois? Ça sera le thème de mon prochain ouvrage. On parle de rattacher la Franche-Comté au duché de Bourgogne, n'est-ce pas? Puisque actuellement, enfin au duché, à la région Bourgogne maintenant, l'historien ressort. Et donc c'est intéressant de voir s'il y a un esprit, une mentalité comtoise. Alors il y en a une, bon, il faut apporter des nuances, mais il y en a une. Et puis sur la région, donc la nouvelle région qui va être créée, qu'est-ce que vous en pensez, Bourgogne-Franche-Comté? Disons que l'historien que je suis ne peut pas être contre. On a créé des départements en 1791, on peut très bien les supprimer en 2014 ou 2015 ou 2017. Peu importe, ce sont des redécoupages administratifs. Alors c'est vrai que ça peut marquer les populations parce que, vous savez, on dit bien qu'on est de Haute-Saône, qu'on est du Doubs, parfois même avant de dire qu'on est de Franche-Comté, on annonce son département. Alors c'est sûr que mentalement, moralement, ça peut affecter certaines populations. Vous savez, l'histoire a vite fait de laminer les sentiments. Une génération et on n'y pense plus. Merci beaucoup. C'est avec plaisir.